Bonjour à tous, je suis Florence Cordier, coach CO2 et aujourd'hui, j'invite Bertrand-Olivier Ducreux de l'ADEME puisque je suis tombée sur une des notes dont il est le co-auteur et qui s'appelle Voiture électrique et borne de recharge. C'est une note qui est parue à l'occasion du Salon de l'automobile en octobre 2022 et dont j'ai déjà partagé les conclusions dans une vidéo, mais j'ai trouvé que c'était intéressant justement d'aller plus loin, de comprendre comment on est arrivé à ces conclusions-là. Parce qu'il y a quand même pas mal de subtilités autour de cette empreinte carbone de la voiture électrique. Bertrand Olivier, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter tes missions, s'il te plaît? Bonjour, Bertrand-Olivier Ducreux, je travaille au service transport et mobilité à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et j'ai globalement des missions qui tournent autour de l'évaluation de toutes les technologies de propulsion et notamment de leurs impacts environnementaux, que ce soit de la production ou leur utilisation, notamment utilisation réelle, puisqu'on a vu dans le passé qu'entre les impacts homologués et puis les impacts réels. Par exemple, dans le cas du diesel, il y a quelques années, il pouvait y avoir des écarts. Donc, on s'intéresse vraiment à la réalité des choses. Ok, génial. Eh bien, la première question, c'est autour de cette empreinte carbone d'un véhicule électrique, puisqu'on voit parfois véhicule zéro émission. Or, il me semble que quand même les véhicules électriques ont une empreinte carbone qui n'est pas nulle. Est-ce que tu peux nous détailler un peu quelles sont les phases finalement qui induisent une empreinte carbone dans un véhicule? Bien sûr. Alors, le véhicule électrique, on peut le qualifier de zéro émission d'échappement, puisqu'il n'a pas de pot d'échappement. Mais bien évidemment, il a une empreinte carbone tout au long de sa vie, dont la part prépondérante est la part de la fabrication, de la production du véhicule. Un véhicule électrique aujourd'hui, il demande de l'énergie et donc a un impact carbone pour sa fabrication, pour la base roulante, hein, qui est faite avec, comme une voiture classique, avec de l'acier, de l'aluminium, du plastique, mais aussi de manière très importante par la fabrication de sa batterie. L'impact carbone de fabrication d'une voiture électrique, aujourd'hui, à 0 km, c'est pour moitié pratiquement la base roulante et l'autre moitié, c'est la batterie. Et c'est ce qui fait qu'à 0 km, un véhicule électrique a déjà eu une empreinte carbone supérieure à celle de la fabrication du véhicule équivalent à un moteur thermique. En revanche, là où la tendance s'inverse complètement, c'est sur la phase d'usage, puisque le véhicule électrique utilisant uniquement de l'électricité, il n'a pas d'émissions de CO2, pas de pot d'échappement, et c'est là où commercialement il peut être vendu comme véhicule zéro émission, et encore on y reviendra. Il n'a pas de pot d'échappement, mais il a des émissions quand même quand il roule. Et donc, il y a des émissions indirectes qui sont liées à cette consommation d'électricité, puisque pour produire l'électricité, il y a des émissions de carbone qui dépendent de ce qu'on appelle le mix électrique, c'est-à-dire les moyens de production d'électricité qui sont utilisés dans la zone géographique où on recharge le véhicule. Le gros avantage du véhicule électrique, c'est que les émissions de gaz à effet de serre qui résultent de cette production d'électricité, sont très sensiblement inférieures à celles qui sont liées à la combustion du carburant quand on utilise un véhicule à moteur thermique qui brûle de l'essence ou du gasoil. Et c'est la raison pour laquelle on aboutit à la conclusion dans l'étude que l'empreinte carbone sur le cycle de vie complet du véhicule électrique est 2 à 3 fois inférieure à celle du véhicule thermique. Il a une dette environnementale supérieure à 0 km, dette qu'il fait plus que rembourser en fait à l'usage, avec des émissions qui sont très très nettement inférieures en utilisation par rapport à la combustion du carburant. D'accord, donc ça, effectivement, c'est clair dans la note qu'on a cet impact et pourtant, dans la note, tu introduis quand même une subtilité, c'est qu'il y a quand même des conditions à avoir sur le véhicule pour qu'on soit sûr que l'impact environnemental, du véhicule électrique soit bien inférieur à celui de la voiture thermique. Est-ce que tu peux nous détailler ces conditions? Oui, alors effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est bien un des facteurs prépondérants de l'impact carbone du véhicule électrique, c'est la fabrication de sa batterie. Et donc, plus la batterie est grosse, elle va avoir une capacité importante, et plus l'impact carbone de sa production va être élevé. Et donc, plus
entre guillemets, remboursement de cette dette carbone de fabrication va être long à obtenir en phase de conduite et en phase de roulage par rapport aux véhicules thermiques, entre guillemets, concurrents. Comme en plus, très souvent, les grosses batteries sont montées sur des gros véhicules, ça va être un véhicule électrique qui va consommer un petit peu plus que si on a un véhicule plus petit, plus léger, plus aérodynamique. Et donc, ça va encore augmenter le kilométrage nécessaire avant de rembourser la dette carbone de production de la batterie. C'est pour ça qu'on a, en synthèse, proposé un plafond de capacité batterie de 60 kWh. Alors 60 kWh sur une bonne voiture, ça donne 400-450 km d'autonomie. Donc ça couvre énormément d'usages, y compris un peu exceptionnels. Et cette façon de faire, c'est aussi une manière de dire le véhicule électrique, c'est pas parce qu'il n'a pas de pot d'échappement qu'il ne faut pas aussi faire attention à en choisir un qui soit justement efficace, donc pas trop gros, pas trop lourd, au bénéfice de sa consommation et au bénéfice du coup de la rapidité de remboursement de l'impact de fabrication. On constate que, comme toutes les nouvelles technologies dans l'automobile, elles arrivent plutôt par le haut de gamme, sur des voitures plutôt grosses, plutôt lourdes, généralement beaucoup plus coûteuses que la moyenne. Mais il ne faut pas amalgamer véhicules électriques et véhicules de luxe, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des raisons de marché, de rentabilité qui font que l'électricité est d'abord arrivée sur des véhicules haut de gamme très chers, mais maintenant on trouve dans le palmarès des véhicules électriques les plus vendus en France des voitures beaucoup plus petites comme la 208, la Zoé, la Twingo, la Spring, qui sont des petites voitures avec des batteries qui sont sensiblement inférieures à ce seuil de 60 kWh et qui permettent de satisfaire l'immense majorité des usages quotidiens. Donc, Oui, c'est ce que tu dis dans la note, c'est qu'on a tendance à dimensionner sur les vacances finalement, alors qu'il faut déjà dimensionner sur les déplacements quotidiens, domicile-travail. Absolument. En fait, avec le thermique, on a tous collectivement arrêté d'interroger notre besoin automobile, puisque de toute façon, on avait cette espèce de couteau suisse, la voiture thermique, qui permettait de tout faire. Mais comme tous les couteaux suisses, elle permet de tout faire, mais elle permet de rien faire parfaitement bien. Et du coup, on la choisissait pour l'utilisation la plus contraignante qu'on ait à faire d'une voiture, c'est peut-être partir en vacances une fois par an avec 5 personnes, plein de bagages et à l'autre bout de la France. L'idée, c'est de réinterroger cette façon de faire, réinterroger notre relation à l'automobile pour bien prendre conscience qu'on fait beaucoup de choses très différentes avec notre voiture et que si on admet de choisir la voiture électrique adaptée à notre usage le plus fréquent et non pas le plus contraignant, on peut trouver des solutions qui sont beaucoup plus pertinentes à la fois au niveau environnemental et même au niveau économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, acheter une petite voiture électrique pour aller travailler tous les jours, quand on a besoin de sa voiture pour aller travailler tous les jours, c'est d'ores et déjà, en termes de coût complet, c'est-à-dire l'achat qui est plus coûteux sur une voiture électrique, mais l'usage qui est très nettement moins coûteux que du thermique. Acheter une petite voiture électrique, ça permet d'économiser de l'argent par rapport à acheter une voiture thermique quand on va travailler tous les jours avec. Donc il y a des choses qui sont déjà prêtes maintenant et il y en a d'autres, par contre, pour cette question des vacances, tu évoques quand même dans le rapport qu'il faudra développer des infrastructures de location de voitures, d'autopartage, de trains qui soient quand même un peu différentes d'aujourd'hui. On sent qu'on n'est pas encore mûr quand même sur le sujet. Tout à fait. Ce qu'on préconise, et ça fait vraiment intrinsèquement partie de la stratégie transport et mobilité de l'ADEME, c'est interroger notre rapport à la voiture et globalement à la mobilité. C'est-à-dire que la voiture n'est qu'une des réponses possibles à nos besoins de mobilité. Et en parallèle de ça, il y a d'autres solutions beaucoup moins impactantes sur l'environnement et même éventuellement économiquement plus intéressantes pour le voyageur, pour les usages exceptionnels ou de grands rayons d'action, et notamment cette notion de système de mobilité qui permettrait de faire le tronçon à grande distance avec un mode efficace, comme
notamment le train, et de trouver sur place à l'arrivée des solutions fiables et fluides de foisonnement local pour ces déplacements à l'arrivée. Mais c'est bien un ensemble de systèmes qu'il faudrait faire de mieux en mieux fonctionner ensemble, de façon à ce que pour le voyageur, ça reste une expérience simple et fluide de réserver un déplacement pour traverser la France et être capable sur place, localement, de se déplacer avec un faible impact et à coût maîtrisé. Eh oui. Et pour aller plus loin justement sur ce que tu disais autour de ces briques de mobilité, les conclusions du rapport, c'est répliquer le modèle d'utilisation du véhicule thermique sur le véhicule électrique ne suffira pas. Donc ça, c'est quand on prend en fait l'empreinte carbone de la fabrication du véhicule. Si on en met un par personne, finalement, on ne peut pas atteindre les objectifs climat. C'est ça un peu la conclusion? Tout à fait. Le fondement de cette affirmation-là, c'est bien que le véhicule électrique, bien qu'il n'ait pas de pot d'échappement, n'est absolument pas neutre en carbone, encore une fois à cause de sa production, que la nécessité supposée de remplacer chaque véhicule thermique par un véhicule électrique engendrerait un besoin et un appel de ressources minérales, notamment pour la production des batteries, qui est d'ores et déjà aujourd'hui un goulot d'étranglement dans la production des voitures électriques. Donc, le remplacement un pour un des voitures thermiques par des électriques n'est pas une solution réaliste, ni même souhaitable. Et en revanche, pour, encore une fois, satisfaire ces besoins de mobilité qui sont complètement légitimes, interroger d'autres solutions et donc travailler sur ces autres solutions, parce qu'aujourd'hui, avoir recours à de l'intermodalité entre le train, une location de voiture, éventuellement un VTC ou un bus à l'arrivée, c'est pas encore une expérience très très simple. Et Ouais. donc, il y a aussi besoin de travailler sur ces interfaces, notamment en Mmh. faisant levier du numérique, de façon à ce que se déplacer reste simple et agréable, à coût maîtrisé, sans pour autant retomber dans une difficulté de ressources limitées qui soit pose des soucis environnementaux, soit pose des soucis économiques, soit les deux. Et oui. Et alors, si je reviens aux grosses berlines, justement, qui ont des batteries de plus de 60 kWh, il y en a pas mal dans le coin là où je suis. Est-ce que, finalement, ceux qui veulent en acheter ou ceux qui en ont, est-ce que ça a un impact environnemental qui est systématiquement, défavorable? Ou alors il y a quand même des conditions dans lesquelles, acheter une grosse berline comme ça reste, favorable d'un point de vue environnemental? Peut-être si on a quelqu'un qui fait beaucoup de kilométrage, par exemple, je ne sais pas. Mais la vraie question, c'est de savoir à quelle référence on se compare. Il y a des enjeux importants, encore une fois, sur la production du véhicule. Et on peut toujours considérer qu'une très grosse voiture électrique avec une grosse batterie va être moins impactante qu'une très grosse voiture thermique avec un très gros moteur. Est-ce que cette référence-là est la bonne pour faire une analyse environnementale du choix modal? D'accord. C'est parfois un peu délicat d'y répondre. Il y a aujourd'hui des solutions qui permettent de trouver un palliatif à ces besoins, notamment de grands rayons d'action. On peut penser à l'hybride rechargeable, Ah voilà. qui est une technologie de transition pertinente, puisqu'elle permet de faire le lien entre du thermique et avec ses avantages de rayons d'action, et puis l'électrique avec son avantage d'absence d'émissions d'échappement quand on est en mode électrique. Toutefois, l'hybride rechargeable n'est pertinent environnementalement que si on l'utilise tous les jours en mode électrique et exceptionnellement pour des besoins ponctuels en mode hybride, puisque l'hybride rechargeable reste une voiture qui va être d'abord très coûteuse à l'achat, puisqu'elle a Mmh. deux moteurs complets, deux chaînes de traction complètes, une électrique et une thermique. On constate qu'en plus, les hybrides rechargeables du marché français sont aujourd'hui à plus de 75% des SUV, donc des voitures dont la définition, c'est d'être plus grosses, plus hautes que la berline dont ils sont dérivés. Donc, ce ne sont pas des véhicules qui sont énergétiquement efficaces. Euh, c'est la raison pour laquelle l'hybride rechargeable est à considérer comme une technologie de transition, mais avec des vertus environnementales qui sont conditionnées par la recharge quotidienne et l'usage au quotidien en électrique. Un hybride rechargeable qui marche en mode hybride, c'est-à-dire avec son moteur thermique activé, est un mauvais hybride.
puisqu'il surconsomme par rapport à ce que pourrait être une voiture même thermique Oui, standard. parce qu'il est beaucoup plus lourd, en fait, à C'est transporter ça. parce qu'il a la batterie, quoi, c'est ça? Eh oui, d'accord. Parce que ça, voilà, c'est un gros frein pour les véhicules hybrides. J'ai entendu que dans la réalité des faits, les gens, en fait, ne rechargent pas tous les jours, parce que justement, les batteries sont plus petites, il faut recharger tout le temps et qu'en fait, les gens ne le font pas, quoi. Donc, donc il y Oui, a une alors méfiance quand même avec, il y a aussi le fait que une grosse partie des hybrides rechargeables sont achetés par les entreprises et Ah que oui, dans ce d'accord. contexte-là, ils bénéficient d'avantages fiscaux qui intéressent les entreprises en termes de suramortissement et puis de qualification de véhicules propres. C'est bien là où, puisque tu parlais tout à l'heure d'action et de mise en action, chaque utilisateur peut s'interroger sur sa pratique et l'utilisateur d'un hybride rechargeable, s'il est un tout petit peu soucieux de l'environnement, devrait faire l'effort de rebrancher sa voiture tous les soirs quand il arrive au garage, bien sûr. Et oui, c'est ça, d'accord. Oui, je comprends mieux l'histoire de l'entreprise parce qu'effectivement, du coup, les personnes qui l'ont n'étaient pas forcément impliquées là-dedans, à la base, quoi. D'accord. Et alors moi, j'ai fait les calculs pour mon cas personnel puisque je fais seulement 6 000 kilomètres par an avec ma voiture thermique et donc les impacts environnementaux que tu calcules, c'est sur la durée de vie du véhicule, donc au bout de 15-20 ans, qui sont des durées voilà, des durées qui sont très longues, hein, pour les prises de décision d'un particulier. Moi, ce que j'ai regardé, c'est au bout de combien de temps je me mets à économiser du CO2, puisque la voiture électrique émet plus au début, bah, il me faut du temps. Et moi, j'ai calculé à peu près 7-8 ans, voilà, avec seulement 6 000 kilomètres par an, il me faudrait 7-8 ans pour commencer à économiser du CO2. Je me suis dit, oh là là, c'est peut-être pas le premier truc à faire. Est-ce qu'il y a un seuil comme ça de kilométrage où en 3-4 ans, on se dit, c'est bon, on économise du CO2 de manière rapide Alors, il y a une façon d'aborder cette question qui pourrait être aussi de dire, bah, peut-être que ma voiture, au lieu de l'acheter, je pourrais la louer, Mhm. la partager, Ah, la puisque louer aussi. Moi, la mettre à disposition de quelqu'un d'autre, c'est ça? oui, ou adhérer à un Ah réseau oui. d'autopartage. Ah oui, L'avantage j'y de avais pas pensé. l'autopartage pour quelqu'un qui roule peu, c'est que Mmh. même si toi, personnellement, tu fais que 6 000 kilomètres par an, la voiture que tu vas louer le jour où tu en as besoin, elle va être utilisée par d'autres et elle va faire ces kilomètres beaucoup plus vite. Et donc, heu, là encore, rembourser sa dette carbone de fabrication beaucoup plus tôt que si tu étais la seule utilisatrice. Mmh. C'est vrai que l'autopartage aujourd'hui, ça fait partie des modes de déplacement qui sont un peu émergents, mais Mmh. qui est tout à fait pertinent pour ce type d'utilisation. Et je pense que, en regardant d'un petit peu près, économiquement, ça peut valoir le coup, plutôt que de posséder sa voiture, de devoir en assurer, bah, la maintenance, l'entretien, le stationnement, c'est peut-être de ce côté-là qu'il y a des choses intéressantes à regarder pour, trouver le meilleur compromis à la fois environnemental et économique. Toutefois, il y a cette remarque, elle fait aussi écho avec une démarche qui est que, environnementalement parlant, prolonger la durée de vie d'un objet, que ce soit une voiture ou un téléphone portable, c'est toujours pertinent au niveau environnemental. Et donc, garder sa voiture longtemps, c'est pas une faiblesse ni une défaillance, c'est aussi une façon de rentabiliser à la fois économiquement et environnementalement l'acquisition éventuelle qu'on en a fait au départ. Oui, ça, c'est une question que j'allais te poser, c'est est-ce que quand on a un véhicule thermique, il faut attendre la fin de sa vie ou est-ce qu'on peut, changer pour un véhicule électrique tout de suite? Hem, voilà, c'est qu'est-ce qui est le mieux environnementalement? On se pose toujours la question pour les ampoules, quoi. Est-ce que j'attends que mon ampoule elle claque ou est-ce que je mets une basse consommation tout de suite? Bah, là, même question pour les voitures, quoi. Bah, sur l'environnement, la réponse va commencer par une question, c'est, qu'est-ce que je fais de ma voiture? Notamment si je roule en ville alors que ma voiture, c'est un vieux diesel sans filtre à particules, on a un impact qui est pas très cool sur l'environnement parce qu'on participe fortement avec un vieux diesel à la dégradation de la qualité de l'air en ville. En revanche, pour quelqu'un qui habiterait en milieu rural, qui aurait tous les jours 40 ou 50 kilomètres à faire avec sa voiture, l'enjeu environnemental, il est un petit peu moindre puisqu'il y a moins de soucis de qualité de l'air, en milieu rural qu'en ville. Donc, ces questions-là, elles sont toujours un peu compliquées. On
il y a quand même, pour sortir ces vieilles voitures très polluantes, alors polluantes au sens émissions toxiques, hein, pas au sens gaz à effet de serre. Pour sortir ces vieilles voitures très polluantes du parc, il y a le dispositif de la prime à la conversion qui est aujourd'hui bien mis en place et qui peut aider à prendre la décision, puisque économiquement, c'est une participation non négligeable des pouvoirs publics à l'acquisition d'un véhicule plus récent, voire d'un véhicule électrique, et donc avec une amélioration sensible du bilan environnemental. Oui. Et d'accord, ça c'est pour les vieux véhicules. Alors moi, j'ai un véhicule qui a 4 ans, par exemple. Si je le revends d'occasion pour m'acheter une électrique, est-ce que est-ce qu'on sait si d'un point de vue environnemental, enfin et carbone, c'est Et, pertinent, quoi? alors très sincèrement, on est en train de regarder cette question-là, on n'a pas encore d'études instanciées très précisément, de façon très robuste sur le sujet, mais a priori, D'accord. oui, c'est pertinent, puisque la voiture, elle va continuer à rouler. À partir du moment où elle est vendue, elle reste sur le marché. Actuellement, le marché automobile en France, et notamment, enfin, le marché du neuf, il est en train de monter en gamme. C'est-à-dire que les voitures neuves coûtent de plus en plus cher, ce qui fait que de plus en plus de gens qui ont besoin d'une voiture se tournent vers le marché de l'occasion. Ce qui fait que l'intérêt environnemental de faire durer la voiture, même si ce n'est pas toi qui fais les kilomètres avec la voiture va faire ces kilomètres. Mmh. Donc, qu'elle soit thermique ou électrique d'ailleurs, hein, puisque le même raisonnement commence à émerger sur le marché de l'occasion des voitures électriques. On a vu, il y a un peu plus d'un an, au début de la crise en Ukraine, les voitures électriques d'occasion se sont fait dévaliser sur le marché. Parce D'accord. que le prix des carburants à la pompe ayant fortement Mmh. augmenté à ce moment-là, tous ceux qui étaient sur le point de se poser la question de changer de voiture, ils se sont bien engagés sur l'achat de voitures électriques et on en trouve d'occasion, mais un peu moins depuis que le prix du carburant frôle ou dépasse les 2 € du litre. Donc, pour répondre à ta question, toi, individuellement, Heu, encore une fois, ça dépend où tu roules, ça dépend si tu roules beaucoup. Comme tu roules peu et que tu te poses toi-même la question de rembourser ta dette carbone sur une voiture électrique, bah, faire durer ta voiture thermique un peu plus longtemps, idéalement si c'est une voiture récente, 4 ans, c'est une voiture récente et qu'elle est du coup correctement dépolluée, c'est aussi une façon pertinente de encore une fois, d'interroger ce rapport à l'automobile et de se dire, bah, la voiture n'est pas tout à fait un produit de grande consommation comme les autres. Et donc, je vais aussi essayer d'en prendre soin, de l'entretenir correctement, de pratiquer l'éco-conduite pour maîtriser ma consommation. Ça va être bien Tout à aussi fait. pour mon budget. Et puis de la garder 2 ans de plus, parce qu'après tout, je suis sûr que tu l'aimes bien ta voiture. Donc, Tout à fait. Et je me demandais pour, quelqu'un qui aurait les moyens de s'acheter un véhicule neuf électrique, est-ce qu'il vaut mieux justement aller vers le neuf pour mettre plus de véhicules électriques sur le marché aujourd'hui? Ou est-ce qu'il vaut mieux aller vers l'occasion pour, réduire l'impact environnemental? ouh là, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'acheteurs de voitures qui aujourd'hui choisissent entre neuf et occasion pour réduire leur impact environnemental. Ouais, mais sur ma chaîne, on Mais se pose ce genre de questions prise de tête. non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Heu, j'aurais tendance à penser qu'aujourd'hui, les facteurs de cette décision, ils vont être, multiples, mais plutôt favorables, à l'achat d'une voiture d'occasion parce qu'elle va être quand même moins chère. Heu Et encore une fois, environnementalement parlant, on l'a vu, maintenant c'est assez clair, plus on roule avec une voiture électrique et plus vite on rembourse son impact carbone de production. Donc la faire rouler, le plus tôt possible et longtemps, c'est vertueux. Hem, il se trouve qu'il y a en plus en ce moment sur le marché du neuf des tensions sur l'approvisionnement d'un certain nombre de composants. D'une part l'électronique, d'autre part, il commence à y avoir des contraintes sur la production des batteries. Donc acheter une voiture électrique neuve aujourd'hui, c'est souvent soumis à un délai de livraison important. Et ça aussi, ça peut conduire à orienter le choix. Dans tous les cas, il n'y a pas de mauvaise réponse.
Encore une fois, sous réserve de respecter cette vision de dire: «Je vais prendre une voiture adaptée à mon usage le plus fréquent avec une batterie pas trop grosse, qu'elle soit d'occasion ou qu'elle soit neuve». Environnementalement parlant, c'est pas idiot. D'accord. Oui, alors, une question que posent souvent les gens qui sont très écologistes, ils disent: «Mais la voiture électrique, ça oblige à extraire du lithium, ça fait des grosses pollutions au niveau des mines, on fait travailler des enfants, ça pollue sur enfin, voilà, les populations locales quand même, elles prennent plein de pollutions». Alors bon, je suis pas sûre que l'extraction du pétrole, ce soit beaucoup mieux, hein, mais est-ce qu'on peut vraiment considérer que le véhicule électrique, il est écologique? C'est-à-dire pas sur l'aspect juste carbone, mais sur un aspect plus global? Si je grossis le trait, je vais répondre que le seul véhicule propre, c'est, une paire de baskets ou un vélo. Mmh. Heu, non, aujourd'hui, il est indéniable que, de toute façon, la production d'un véhicule neuf, quel qu'il soit, de toute façon, ça a un impact sur l'environnement parce qu'il y a des matières premières, soit à extraire, soit à traiter, soit à raffiner, soit à recycler, donc on dépense de l'énergie, on émet des gaz à effet de serre. Hem, l'enjeu effectivement des ressources minérales, notamment nécessaires à la fabrication de la batterie, est évidemment en train de se substituer à l'extraction pétrolière, pour le carburant et l'énergie. Mmh. Et la filière automobile industrielle à l'échelle mondiale, elle a bien compris ça et elle a déjà engagé pas mal d'actions, alors automobile et métallurgie, elle a déjà engagé pas mal d'actions pour, assainir les filières de production, notamment pour, supprimer tous les enjeux, sociaux et sociétaux, que tu évoquais, l'exploitation des enfants et des trucs absolument, sordides. En revanche, il est très clair, que, ces ressources minérales sont en train de devenir le prochain enjeu stratégique de production, notamment quand on parle, et on entend souvent le mot depuis, le début de la crise ukrainienne, de souveraineté, d'indépendance géopolitique. Heu, autant on peut ramener en France ou en Europe la fabrication des batteries, et c'est ce qui est en train de se faire avec de gros investissements industriels, de façon à réduire cette empreinte carbone de fabrication de la batterie par rapport aux situations d'aujourd'hui où les batteries sont majoritairement produites en Asie, avec un Mmh. mix électrique fortement carboné. Autant l'extraction des matières premières, par définition, on ne peut pas la relocaliser. On ne trouve pas du cobalt partout sur Terre de la même façon, et les questions se posent sur le cobalt, le nickel, le manganèse. Le lithium, c'est un peu plus simple puisqu'on a déjà identifié un certain nombre de gisements sur le territoire national. Mais oui, il y a un enjeu important et un impact environnemental fort de ces filières-là. Et encore une fois, c'est un des arguments qui fait que le propos de l'ADEME, c'est de dire choisissez un véhicule avec une petite batterie. Parce que Mmh. petite batterie, c'est, enfin petite, 60 kWh, c'est pas petit d'ailleurs, hein, une batterie raisonnable. Euh, puisque la capacité de la batterie va faire augmenter le besoin en matière première et donc le besoin d'extraction. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on dit, mais posez-vous même la question de savoir si vous avez besoin d'une voiture. Mmh. Il y a un chiffre qui est intéressant à rappeler dans notre relation à l'automobile en France. Euh, L'INSEE a publié ces derniers mois pas mal d'analyses sur ce qu'on appelle l'enquête ménage-déplacement qui a été publiée en 2019. Plus de 40% des gens qui travaillent à moins d'un kilomètre de chez eux, vont travailler en voiture. Ah oui, c'est vrai qu'1 kilomètre, c'est 10 minutes de marche, hein? C'est que Voilà. ah oui, Et c'est plus de la moitié des gens qui habitent à moins de 2 kilomètres de leur bureau qui vont travailler en voiture. Plus de d'accord. 50%. Donc, c'est pas une façon de contourner le débat sur les matières premières. Au contraire, c'est une façon de le justifier et de dire le remplacement aveugle d'une voiture thermique par une voiture électrique pour en faire la même chose qu'avant n'est pas souhaitable et n'est Mmh. pas une solution au problème de l'effet de serre et du changement climatique. Eh oui, Un, effectivement.
interrogeons fondamentalement. Alors, je ne sais pas si tu fais rentrer ça dans ce que tu appelles agir et passer à Si. l'action, mais interroger son rapport à la voiture, qu'est-ce qu'on en fait réellement, pourquoi on l'utilise, c'est la première chose à faire. C'est la première chose à faire, justement parce qu'il y a tous ces enjeux-là et que l'enjeu de l'extraction des matières premières pour fabriquer des batteries, pour faire des voitures électriques, est en train de devenir un enjeu stratégique, économique, industriel. On observe que le prix des batteries a arrêté de baisser depuis un an, alors avec un contexte international qui est compliqué, hein, mais tout ça conduit à, encore une fois, prendre un tout petit peu de hauteur, un peu de recul et à interroger qu'est-ce que c'est qu'une Mhm. voiture pour chacun de nous par rapport à nos vrais besoins de déplacement. Et oui, bah, ça fait totalement partie du périmètre de ma chaîne. Enfin, moi, si je me suis reconvertie pour être coach CO2, c'est justement parce que je me suis rendu compte que ce soit, alors je pensais plus par exemple à l'alimentation, le fait de prendre l'avion pour les vacances, mais tu as raison, hein, aussi le transport, est-ce qu'on prend le vélo, la voiture, c'est quelque chose d'éminemment comportemental. Les achats aussi, les achats, tout ça, c'est des thématiques qui sont très comportementales en fait, c'est beaucoup plus que technique. Et donc, Absolument. c'est passionnant. Mais ouais. Et justement, moi, j'étais tombée sur l'initiative de l'ADEME qui s'appelle Extrême Défi, Mmh. qui vise à faire des petits véhicules, des véhicules légers, etc. Parce que, alors moi, je pourrais totalement avoir un truc comme ça pour amener mes enfants à l'école ou quoi. Mais alors aujourd'hui, je n'oserais absolument pas l'utiliser sur la route départementale, là, avec les grosses berlines qui pèsent 2,5 tonnes, là, à côté de moi. Enfin, voilà, niveau sécurité, il y a un gros problème quand même, là. Alors, ça pose de nouvelles questions. Ça pose de nouvelles questions. Mais il y a 60 ans en France, l'usage du vélo était beaucoup plus répandu que ce qu'il est aujourd'hui. Du vélo utilitaire, hein, du vélo mobilité, déplacement, du quotidien. Et effectivement, ben, on a une industrie automobile forte dans le pays, une culture automobile qui est parfaitement infusée et répandue. Mais qui nous amène là où on est aujourd'hui dans notre relation à la bagnole, dont on voit bien qu'elle n'est pas neutre et qu'en plus elle a tendance à devenir de moins en moins inclusive, c'est-à-dire de moins en moins accessible à tous, économiquement au moins. Donc oui, l'extrême défi, c'est une initiative qui justement va traiter bien au-delà de la question technologique, parce que des véhicules, entre guillemets, qu'on qualifie d'alternatifs, il en existe déjà. Il suffit de constater dans toutes les grandes villes aujourd'hui l'engouement pour les vélos cargo. Oui, oui, alors ça, Euh, on, on- j'adorerais. on trouve des vélos cargo aujourd'hui dans les grandes surfaces de sport, hein, pour les citer. Decathlon propose des vélos qui permettent d'emporter soit une charge importante, soit 2 ou 3 enfants avec soi et de les emmener à l'école avec. Euh, donc ça commence à se diffuser. Il y a effectivement un enjeu considérable sur l'infrastructure et la culture du partage de cette infrastructure. Parce Et oui. qu'aujourd'hui, la route n'est pas le domaine réservé des voitures. On n'achète pas la route quand on achète une voiture. Et théoriquement, la route doit être partagée entre tous ces usagers, qu'ils soient cyclistes, motards, automobilistes, voire piétons, avec un minimum d'aménagement. Donc, ça pose de nouvelles questions qui font partie clairement des questions qu'on traite dans l'extrême défi, avec notamment l'implication de territoires où on va expérimenter ces véhicules, où on va essayer de rassembler le triptyque, l'objet, le véhicule, l'objet de déplacement, un utilisateur motivé pour expérimenter et un territoire dont la responsabilité et la motivation vont être de comprendre et adapter l'offre d'infrastructure qu'il va mettre et quelles sont les conditions à assurer pour que ce triptyque fonctionne et qu'il parvienne à piquer des parts de marché de déplacement à la voiture. Mmh. Et oui. Donc le sujet est complexe, il est fortement connoté comportement, hein, comme tu l'évoquais tout à l'heure, parce qu'il faut prendre la décision hein, de monter dans un engin comme ça, alors que ça fait 40 ou 50 ans qu'on nous explique que la voiture nous protège, hein, et plus elle est Et lourde, oui. et plus on est en sécurité, et puis il y a plein d'airbags, puis il y a le freinage automatique maintenant, il y a la ceinture de sécurité, et c'est indéniablement des choses qui ont fait des progrès en termes de sécurité passive.
mais à un point tel qu'aujourd'hui, on a dépassé cet aspect-là des choses pour en arriver à des voitures. Il s'est vendu l'année dernière en France des voitures qui pesaient plus de 2,5 tonnes, de 2700 kilos, pour transporter statistiquement entre 1 et 1,5 personnes. Donc voilà, Oui, on en oui, revient oui. à l'interrogation de notre relation à cet objet et de Oui. toutes les représentations qu'on met derrière. Et l'extrême défi va aller examiner cet aspect-là, très comportemental, très sciences humaines et sociales, et pas du tout sous l'angle technologique qu'on sait faire. Et il y a plein de solutions pour fabriquer des véhicules entre le vélo et la voiture. Mm. Quelque part, un deux roues, peut-être carrossé, peut-être simplement assistance électrique. Enfin, voilà. C'est Oui, un truc où on puisse mettre les enfants et les courses. Voilà, c'est ça. Mais, absolument. Et et qui oui. donne moins peut-être l'impression de demander de fortes compétences qu'un vélo cargo qui impressionne les profanes. Mais bon, là encore, comme toujours, hein, il faut l'expérimenter pour se faire une idée. C'est comme pour la voiture électrique d'ailleurs. Beaucoup Mm. de gens réticents à la voiture électrique sont convertis à partir du moment où ils ont l'occasion d'en essayer une fois, Mm. parce que c'est simple, parce que c'est silencieux, parce que c'est efficace, parce que c'est performant, parce que ça coûte pas cher à l'usage, mais ça change les habitudes. Et on sait Mm. combien changer d'habitude, c'est compliqué. Mais il paraît qu'on n'arrive pas à revenir en arrière parce que quand on prend l'habitude de charger à la maison, l'idée de faire un détour vers une station essence, après, ça paraît une aberration. Donc voilà, il paraît que le retour en arrière est impossible, hein, je préviens les spectateurs. C'est ce que j'ai entendu. Alors, si je reste tournée vers l'avenir un petit peu, est-ce qu'on peut se dire, bon, ok, le véhicule électrique, ça émet du CO2, là, on ne peut pas en avoir une par personne, machin, mais la technologie va faire que on va remettre les batteries en Europe, on va décarboner le reste de l'industrie, on va décarboner l'électricité, etc. Et au final, dans 10 ans, dans 20 ans, la voiture électrique sera zéro émission, mais pour de vrai, sur l'ensemble de la chaîne. Est-ce que c'est une utopie, ça? Hélas, oui. Ah. Une voiture électrique, comme toutes les voitures, qu'elles soient à essence, diesel ou à gaz, quand elle roule, elle use ses pneus, elle use ses plaquettes de frein, elle use la route, et donc elle émet des particules. Mm. Aujourd'hui, compte tenu des progrès qui ont été faits sur la dépollution des moteurs thermiques, notamment la généralisation des filtres à particules sur les moteurs diesel, euh, on estime que une voiture émet, qu'elle soit électrique ou thermique, pratiquement la même quantité de particules au kilomètre. Et les particules sont un des polluants qui pose problème dans la qualité de l'air d'un certain nombre de métropoles en France aujourd'hui. Mm. Donc, non, la voiture électrique zéro impact, on ne sait pas la définir, on ne sait pas la raconter parce que aujourd'hui c'est de la science-fiction. On a Même besoin, d'un point de vue, même d'un point de vue carbone, hein, justement. mais ne serait-ce que pour la fabriquer, aujourd'hui, on a besoin d'un peu d'acier, de pas mal d'aluminium, de cuivre. Ce sont des métaux dont la production est globalement très énergivore. Mm. On ne sait pas faire de métallurgie sans carbone pour l'instant, et on n'a pas encore de pistes consolidées à l'échelle industrielle pour le faire. D'accord. Donc, les enjeux sont importants, sont compliqués. C'est d'ailleurs, enfin, je pense que sur ta chaîne, tu en es bien consciente, ainsi que tous tes abonnés. Euh, il y a des efforts à faire dans tous les domaines. Tu évoquais tout à l'heure l'alimentation, les vacances, le numérique. Pour réussir à atteindre cet objectif de neutralité carbone en 2050, il faut jouer absolument de tous les leviers, de toutes les cordes de notre arc, Mm. dont on essaie d'augmenter le spectre des possibilités. Mais C'est une harpe, hein, plutôt. c'est ça. Un arc. Et oui, d'accord. Alors, une question plus légère. Quand est-ce qu'on pourra injecter l'électricité de la batterie de la voiture électrique dans la maison pour faire des économies sur l'électricité le soir, par exemple?
Ah bah c'est une très belle question. Je ne sais pas donner une date, mais ça se fait déjà à l'échelle expérimentale, à l'échelle du laboratoire. Alors, c'est des questions qui sortent un peu de mon domaine d'expertise, hein, mais dans un contexte où on souhaite augmenter le recours aux énergies renouvelables et notamment aux procédés de production électrique renouvelable, donc photovoltaïque et éolien en particulier, on sait que ce sont des modes de production qui sont non pilotables. Et par conséquent, l'enjeu qui les accompagne, c'est d'assurer la stabilité du réseau en termes de consommation, production. Et à ce titre-là, toutes les capacités de stockage d'électricité que représente aujourd'hui, on ne doit pas être loin du million de voitures électriques qui roulent en France. Ah oui, quand même. Ouais. Électrifiées, pardon. C'est-à-dire qu'on fait la somme des électriques et des hybrides rechargeables, donc qu'on D'accord. raccorde au réseau. Donc ça commence à représenter des capacités de stockage électrique qui sont non négligeables. Et ces capacités, puisqu'une voiture aujourd'hui, un particulier laisse sa voiture à l'arrêt à peu près 95% du temps, ça veut dire que c'est une capacité de stockage qui peut être mise à disposition du réseau et rendre un service au réseau, service qui peut même être valorisé, effectivement. C'est-à-dire que dans le principe, cet équilibrage entre production et consommation d'électricité sur un réseau, notamment par la gestion de la fréquence à 50 Hz, peut bénéficier très fortement des batteries mises à disposition, faciliter donc la diffusion de la production d'électricité renouvelable. Et c'est quelque chose qui devrait être accessible, je pense, d'ici 5 à 10 ans maximum pour tout propriétaire de voiture électrique, puisque ce Ah sont oui. d'ores et déjà aujourd'hui des services qui commencent à être évalués à l'échelle pilote de ce qu'on appelle le service au réseau, avec des unités de stockage qui ne sont pas des voitures électriques, hein, mais qui sont beaucoup plus grosses en termes de capacité et qui sont à l'échelle quasiment industrielle. Donc, ça va venir. Ça va venir. D'accord, parce que j'ai vu qu'en 2025, il y aurait un standard sur les prises bidirectionnelles, si j'ai bien compris. Et bon, qu'on puisse. Après, il faut qu'il y ait des bornes qui permettent de faire ça. Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué. En tout cas, j'ai pas trouvé la Ah oui, oui, solution. aujourd'hui, c'est absolument pas répandu, pas diffusé, mais ce sont des solutions sur lesquelles l'ensemble de l'écosystème travaille. Et c'est là où c'est compliqué, puisque il y a aujourd'hui, dans un réseau électrique, il y a déjà pas mal d'acteurs entre le producteur de l'électricité, le réseau de distribution, l'opérateur de recharge qui fait l'interface avec le client, parce que si on veut installer une borne chez soi, il y a plusieurs moyens et plusieurs opérateurs qui peuvent gérer ça. Alors que c'est vrai aussi d'ailleurs sur les infrastructures de recharge publiques, hein, il y a plusieurs opérateurs qui sont présents sur le marché. Et donc, il faut faire marcher tous ces gens-là ensemble, les faire dialoguer de façon à ce que les deux extrêmes, qui sont d'une part le gestionnaire de réseau, d'autre part le propriétaire de la batterie qui est dans la voiture, puissent interagir et être en interface pour D'accord. optimiser l'utilisation du système. Donc, c'est effectivement compliqué. Il y a encore un petit peu de concurrence, notamment entre les opérateurs. Donc, c'est un des freins aujourd'hui à la recharge publique, c'est que pas mal de propriétaires se plaignent de devoir posséder 4 ou 5 abonnements différents s'ils veulent pouvoir se recharger n'importe où sur la route, parce que ce n'est pas les mêmes opérateurs partout. Cette notion d'interopérabilité de la recharge, elle est fondamentale pour l'expérience utilisateur, mais elle n'est Mm. pas encore tout à fait fluide. Il suffit de se rappeler, il y a 15 ans, les téléphones portables, si on n'avait pas l'antenne de son opérateur à proximité, ça passait pas, alors que le voisin qui était chez l'opérateur concurrent, ça passait. Donc on avance là-dessus, ça va progresser, et ça D'accord. va se fluidifier, d'autant plus qu'il y a un intérêt au-dessus pour cette notion d'équilibrage du réseau et de décarbonation de la production électrique. Ok, merci. Ben, on va attendre un petit peu alors. Merci beaucoup, Bertrand Olivier. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je n'ai plus de questions. J'ai épuisé mon stock de questions. Je sais pas si. Non, non, je pense que on a balayé à peu près l'essentiel, que la question clé, c'est bien de s'interroger sur son rapport à la voiture,
les contraintes qui s'appliquent dessus. Ça peut même en amont aller jusqu'au choix de son lieu de résidence. Est-ce que je préfère m'éloigner du centre-ville pour avoir une grande maison avec un jardin, une piscine, mais au prix d'une dépendance à ma mobilité qui va être beaucoup plus forte que si je choisis de m'installer en centre-ville. Mmh. Donc on voit que tous ces enjeux-là, ils sont imbriqués les uns dans les autres si on veut optimiser le système et que pour réduire l'impact environnemental global, donc la fameuse cible à 2 tonnes par an, c'est tous ces leviers qu'il faut essayer de déplacer ensemble, puisqu'ils ont des interdépendances fortes et que du coup, si on arrive à se rapprocher, par exemple, de son lieu de travail et qu'on peut y aller en vélo, la question de savoir si on veut une voiture électrique ou une voiture thermique, elle se posera avec beaucoup moins d'acuité. Mmh. Et, et donc, c'est des interrogations saines, positives et constructives, je pense, sur ta chaîne. Eh ben, super, on va continuer à se poser plein de questions et puis surtout d'agir, voilà, dans ce sens-là. Ben, un grand merci, Bertrand Olivier et puis à très bientôt, et puis bonne continuation pour tes missions. Merci.